Deuxième partie de Politicia et il est question de la Libye pour ce deuxième débat. La Libye où le gouvernement d'union nationale prend ses marques au fil des jours, mais où en est ce processus? Pour en discuter, nous recevons sur ce plateau Monsieur Hichem Ben Yaïch. Vous êtes expert en géopolitique. Vous êtes également responsable de la rédaction de New African en français. Soyez le bienvenu. Bonjour. Avec nous également sur ce plateau, Monsieur Hichem Aboud, vous êtes directeur du quotidien Mon Journal. Soyez le bienvenu. Merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Mais tout de suite, retour sur l'actualité de ces derniers jours en Libye. C'est un reportage d'Olivia Hieré-Dobré. Polémique sur le contrôle de l'armée entre le gouvernement d'union nationale et les autorités de Tobrouk en Libye. Une polémique déclenchée le 24 avril 2016 lorsque le président du Parlement de Tobrouk, Salah Aguila, se considérant comme le chef de l'armée libyenne, ordonne à ses troupes de marcher sur Sirte sous le commandement du général Khalifa Haftar afin de libérer la ville des combattants de Daesh. Le 25 avril, des milices de Misrat et d'Al-Muqatila, dirigées par Abdelhakim Belhadj, soutenues par Fayez Al-Sarraj, le chef du nouveau gouvernement d'union nationale, se sont déployées quant à elles au sud de Sirte. En réaction à ce mouvement de troupes vers Sirte, le Premier ministre, Fayez Al-Sarraj, a affirmé lors d'une allocution télévisée le jeudi 28 avril la nécessité d'une action concertée de toutes les forces libyennes dans la lutte contre Daesh. Nous avons commencé concrètement à mettre en place une stratégie et un projet national pour mettre fin au fléau. Notre guerre contre l'EI n'est pas au nom d'eux, ni par loyauté envers des personnes ou des groupes politiques ou idéologiques, mais c'est une guerre au nom de la Libye et par loyauté envers la patrie. Fayez Al-Sarraj est contesté dans ses fonctions de chef de l'armée par le président du Parlement de Tobrouk, Salah Aguila, mais aussi par son vice-président, Ali Katrani, qui considère qu'il ne dispose d'aucune autorité en l'absence d'unanimité, comme le stipule l'accord de Sékirat du 17 décembre 2015. Derrière cette dispute, on voit bien les différends profonds qui opposent en fait le Parlement de l'Est, donc à Benghazi, et les sécessionnistes qui se trouvaient à Tripoli. Malgré la volonté de toutes les factions jusqu'à présent de mettre fin à cette profonde divergence, on voit bien que les différends sur les sujets de qui gouverne, notamment les forces armées, surgit et cela va certainement mettre en cause tout le processus de l'ONU à mettre fin à la division qui subsiste depuis très très longtemps entre Tripoli et Benghazi. Selon le chef du gouvernement d'union nationale, Fayez Al-Sarraj, une offensive unilatérale du général Khalifa Haftar contre l'EI à Sirte pourrait donner lieu à des affrontements entre les différents groupes armés et entraîner une guerre civile. Lors de son allocution télévisée, le Premier ministre a par ailleurs exhorté le commandement d'attendre ses instructions avant de mener toute offensive. Fayez Al-Sarraj annonce également la création prochaine d'une faction militaire conjointe pour coordonner la bataille contre l'EI. Rappelons que ce 3 mai 2016, des affrontements ont eu lieu dans la ville de Zela, située à environ 350 km au sud de Sirte, entre les forces soutenues par le gouvernement d'union nationale et celles dirigées par le général Haftar. Des violences qui ont fait au moins 25 victimes. Monsieur Ben Yaïch, nous venons de le voir, on se dispute le commandement de l'armée en Libye. À qui devrait-il revenir, selon vous ? En réalité, aujourd'hui, le processus est tellement important pour arriver à une négociation permettant d'assurer le gouvernement d'union nationale et donner le plein pouvoir à Sarraj. Je pense que le contexte aujourd'hui, surtout avec la menace permanente qui est la présence de Daesh dans la région, pousse les acteurs, en tout cas Martin Kobler aujourd'hui, pousse toutes les parties pour pouvoir assurer cette cohésion et arriver à ce gouvernement d'union nationale. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de parvenir à cet accord et mettre en branle les institutions libyennes pour que le pays refonctionne normalement. Monsieur Aboud, vous y croyez, vous, à cette cohésion nationale en Libye, quand on sait que le pays n'est pas seulement en proie à des divisions d'idéologie, mais également à des divisions tribales, à des divisions... Vous y croyez ? Bon, on peut y croire, mais seulement c'est très difficile d'y arriver, pour la simple raison que la situation en Libye est très complexe et le tribalisme, malgré 40 ans de pouvoir dictatorial de Kadhafi,
on n'est pas parvenu à l'effacer. Donc le tribalisme a ressurgi de nouveau avec la chute de Mohamed Kadhafi. Et c'est ça qui a été d'abord à l'origine de la situation actuelle, à laquelle est venue s'ajouter une idéologie islamiste qui cherche à récupérer cette révolution comme cela s'est fait comme partout. En Algérie, après 88, c'est les islamistes qui ont recueilli les fruits. En Tunisie, le mouvement Nahda de Ranouchi également a ramassé la mise, sauf que là, il y avait plus d'intelligence de la part des islamistes, puisqu'ils ont su partager par la suite et même céder un petit peu de ce qu'ils pouvaient acquérir. Mais en Libye, les armes ont parlé. Et là, ça devient plus complexe, et en plus d'une intervention étrangère de Daesh, parce que Daesh n'est pas libyen, c'est une force étrangère, c'est une milice étrangère qui s'est installée et qui sème la zizanie et la discorde. Alors justement, pour en revenir à ce commandement des armées, vous venez de mentionner Daesh, le général Haftar en tout cas, combat Daesh avec ses forces depuis plus de 2 ans. Est-ce qu'il n'est pas légitime pour lui de poursuivre cette guerre? Et finalement, est-ce qu'on comprend pourquoi il ne reconnaît pas l'autorité du gouvernement d'union nationale? Alors, je crois que le général Haftar agit par intelligence. Parce qu'en s'attaquant à Daesh, il va obtenir l'appui des Occidentaux, dans la mesure où c'est un combat qu'il mène contre une organisation terroriste. Et cela va lui procurer une légitimité aux yeux du monde occidental et sur la scène internationale. C'est pour cette raison qu'il s'est attaqué à Daesh, et le reste, normalement, doit suivre. Parce que l'ennemi numéro 1 actuellement, celui qui pose problème pour la réunification de la Libye, pour retrouver cette cohésion populaire, cette cohésion gouvernementale, c'est d'abord s'attaquer à Daesh. Monsieur... Mais pas seulement. Bon, je pense que d'abord, Haftar a réussi à avoir une suprématie militaire. C'est ce qui aujourd'hui explique les appuis qu'il a, notamment par l'Égypte, mais par tous les pays occidentaux. C'est le terrain, les rapports de force du terrain qui ont permis aujourd'hui cette émergence de la figure de Haftar. Il a de la crédibilité donc sur le terrain, Haftar, oui, par rapport en tout cas, au Premier ministre, en tout cas. En tout cas, sur le terrain, c'est un acteur qui compte et il a sa place. Et je pense que le fait que les Occidentaux aujourd'hui, la France, l'Angleterre, les États-Unis l'appuient, montre bien qu'il incarne en tout cas une figure permettant de rassembler et surtout d'aller vers une solution. Parce que la situation de chaos en Libye n'est plus tenable. C'est un danger pour les pays voisins. Et à travers la question libyenne, il y a la question des migrants qui menacent l'Europe. Il y a un tas de questions qui sont... d'enjeux finalement en Libye. Est-ce que on mentionne les forces occidentales? Est-ce qu'il y a des forces qui agiraient en sous-main pour peut-être bénéficier de ce chaos? En fait, il y a quand même d'importants... La réalité, la Libye, c'est 1,7 million de kilomètres carrés. C'est un pays immense. Et ce qui se passe, c'est que la Libye, aujourd'hui, il y a l'ingérence étrangères, notamment égyptiennes, turques, qataris et d'autres pays qui jouent un rôle très malsain parce que au fond les milices les libyennes qui sont aujourd'hui, qui monopolisent en tout cas la vie au quotidien pour pouvoir... Alors justement, au sujet de ces milices, est-ce que les nouvelles instances, en tout cas du gouvernement d'union, elles ne sont pas victimes de ces milices puisqu'elles assurent la sécurité finalement? En fait, le négociateur Kobler, il est dans ce qu'on appelle le jour d'après. C'est-à-dire qu'ils ont déjà une série de scénarios, et notamment pour maîtriser la situation vis-à-vis des milices. Parce que la normalisation, le fait de retrouver un gouvernement va pouvoir agir, permettre d'agir en tout cas sur les milices et réduire leur poids. Soit en intégrant une partie dans l'armée ou en mettant au pas... Donc le général Haftar s'attend à un poste... au sein de ce nouveau... En tout cas, Haftar, et ce serait légitime, les négociations sont en cours, en tout cas, pour trouver ce qu'on appelle les militaires d'autres rangs, pour pouvoir gérer cette situation en parité. Les choses sont en cours d'être discutées, mais en tout cas, il y a une solution qui se profile, et je pense qu'il y a une urgence de la situation vis-à-vis de cette question
autour de la normalisation et trouver une solution pour pouvoir en sortir. Monsieur Aboud, vous mentionniez tout à l'heure la révolution en Tunisie. On a pensé, bien entendu, à la révolution, donc à faire tomber Mouammar Kadhafi, mais on n'a pas pensé à préparer l'après-révolution dans ce pays. Oui, d'abord, c'est difficile d'établir un parallèle entre la Tunisie et la Libye, de par la culture politique de chacun des deux peuples. La Tunisie a vécu sous un régime bourguibien, bien qu'il soit un régime dictatorial, à l'image de tous les régimes arabes de 100 ans, mais c'était un régime qui a permis aux Tunisiens de s'ouvrir sur le monde, et notamment sur le monde occidental. Le Tunisien, éclairé, ce qu'on appelle une dictature éclairée. Par contre, en Libye, c'était la fermeture totale. Le Libyen vivait hors orbite. Et une fois le régime Kadhafi tombé, Kadhafi qui avait prédit, il avait bien dit, le jour où je partirai, il y aurait des guerres entre les différentes tribus. Oui, à la dictature, au despotisme, et notamment à un régime similaire à celui de Kadhafi, on ne peut récolter que le chaos. On ne peut pas s'attendre à avoir un peuple qui sait qu'est-ce que c'est qu'une révolution. Pour eux, la révolution, c'était ce qu'avait fait Kadhafi et que Feu Houari Boumedienne avait résumé en 2 mots. Il avait dit, il a poussé un roi vieillard, il l'a fait tomber et il dit avoir fait une révolution. Et ce n'était pas ça une révolution. Par contre, pour revenir à l'après-Kadhafi, qui n'a pas été pensé par les alliés qui s'étaient précipités à apporter l'aide, ils ne savaient pas à qui apporter cette aide. Ils ne savaient pas à qui. Est-ce que c'est vraiment de l'aide, finalement, d'agir comme ça? Alors, dans l'immédiat, à l'époque, on parlait d'aide. Il fallait aider le peuple libyen, entre guillemets, à faire tomber ce dictateur. Effectivement, il fallait se débarrasser de Kadhafi, mais pas de cette manière. Ce qui s'est passé en Irak est similaire à ce qui s'est passé en Libye. En Irak, on a dissous l'armée, on a dissous toutes les institutions. Et ce qui s'était arrivé en Libye. Et donc, les fondements d'un État, déjà, qu'il n'y avait pas un État au sens plein du terme en Libye, mais les fondements d'un État ont été détruits. Et par conséquent, aujourd'hui, c'est difficile de reconstruire, de partir à zéro, surtout que nous avons un peuple qui fonctionne à la mentalité, à l'esprit tribal, un peuple bédouin, quels que soient les privilèges qu'il avait obtenus du temps de Kadhafi, mais c'était un peuple qui ne faisait que consommer. Monsieur Benyaïch. Je ne crois pas à ce qu'on appelle la fatalité du chaos. Je connais la Libye, j'ai été à plusieurs reprises, y compris à l'époque de Kadhafi. En fait, la structure, c'est 140 tribus, clans ou sous-clans, mais il faut voir la réalité. Il y a un système de régulation interne dans la société libyenne, et d'ailleurs aujourd'hui, Kobler... Un système donc qui a été perturbé par cette intervention des Alliés ? Évidemment, mais aujourd'hui, les figures de respect dans ce qu'on appelle les chefferies sont une figure de référence, et très souvent, on fait appel d'eux pour régler les problèmes et rapprocher les points de vue. Ce sont des sages, et je ne crois pas que... Alors comment est-ce qu'il s'agit donc aujourd'hui, excusez-moi de vous interrompre, d'intégrer ces sages au sein donc des nouvelles institutions? La réalité, on finit par dématérialiser tout. Il y a un peuple libyen qui souffre véritablement de la situation de déchirement et de violence que vit aujourd'hui la Libye. Et vous croyez que c'est un État liquide qui... en fait, il y a des forces qui travaillent. Est-ce que vous comprenez donc, Monsieur Benyaïch, ceux qui sont nostalgiques finalement de l'ère Kadhafi ? Mais en fait, bien sûr, les gens sont conservateurs par nature. Ils veulent la stabilité, la tranquillité, et donc le point de référence, c'est l'époque de Kadhafi. Donc les gens, aujourd'hui, moi je pense, contrairement au pessimisme ambiant, s'il y a moins d'ingérence en Libye, on peut parvenir à une solution. Et si on laisse un peu les conditions s'installer, et puis surtout essayer
essayer de rapprocher au lieu d'introduire des forces centrifuges pour pouvoir retarder l'échéance de cette paix nécessaire. En tout cas, aujourd'hui, le monde entier est en tout cas intéressé par le cas libyen parce que c'est devenu une menace après l'Irak et la Syrie. C'est véritablement un foyer qui est absolument à gérer et à résoudre très rapidement. C'est la première menace contre l'Europe dans la mesure où la Libye est devenue le passage privilégié de ceux qui cherchent à regagner l'autre rive. Et c'est là que le danger se pose pour l'Europe, parce qu'ils ont beau endiguer le phénomène de ces gens à bord d'embarcations de fortune qui cherchent à gagner la rive nord, la Libye reste ouverte pour ce genre d'immigration. Évidemment, puisque c'est un lieu de passage c'est plus dangereux. Et comment on résout cette crise migratoire? Pardon? Dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on peut faire pour stopper l'hémorragie de cette crise migratoire? D'abord, c'est très complexe. Il faudrait remonter aux origines de cette crise migratoire. Pourquoi les Africains... Est-ce que le gouvernement d'union peut être un début du pansement? Tout ce qu'il pourrait faire, juguler autant que peut ce flux migratoire vers l'Europe, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des origines à ce flux. L'origine principale, c'est d'abord et avant tout la situation économique de l'Afrique. Pourquoi les Africains fuient-ils leur pays? Ce sont des pays riches. Il ne faut pas oublier que l'Algérie est un pays riche. Je ne vois pas pourquoi des Algériens à bord d'embarcations de fortune mettent en péril leur vie pour aller dans un pays qui est client de leur propre pays. Et donc, le problème se pose au niveau des pays d'origine, au niveau des pays africains. Justement, en parlant des pays africains, excusez-moi, juste pour clôturer, on parle donc de l'ONU, de l'OTAN et l'Union africaine dans tout ça. Justement, l'Union africaine agit notamment à travers sa commission paix et sécurité qui est dirigée par l'Algérien Smaïl Chergui. Mais l'Union africaine agit dans l'ombre à travers pas mal de relais. Mais aujourd'hui, le négociateur principal, en tout cas beaucoup d'intervenants, y compris de l'organisation islamique, il y a plein d'envoyés spéciaux, en tout cas pour pouvoir rapprocher les points de vue. Mais l'interlocuteur aujourd'hui reconnu, c'est Kobler, qui représente les Nations Unies, et c'est lui qui a la primauté, en tout cas, dans cette affaire pour pouvoir conduire les partis à conclure cet accord et notamment la mise en place du gouvernement de l'Union nationale. Aujourd'hui, tous les États, notamment qui comptent en Europe, les États-Unis, parient sur le serrage pour pouvoir... En tout cas, les prochaines semaines nous en diront plus. Merci beaucoup, Monsieur Benyaïch, d'avoir pris part à cette discussion. Merci également à vous, Monsieur Aboud. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Fin de cette deuxième partie de Politiciens. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie.